Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Elle a vu le jour un 16 novembre. Notre invitée de cet après-midi est à son troisième passage sur votre émission Politiquement Féminin. Lucrèce Senami-Digla, elle est une figure engagée du paysage intellectuel, politique, femme polyvalente, active à la fois dans le domaine de la communication, de la littérature, de l'engagement citoyen et du militantisme politique. Présidente fondatrice de l'association Graceful Women, elle est également impliquée dans la mise en œuvre opérationnelle du programme de renforcement de l'unité nationale du parti Mouel Bénin, Entendez Prin. Avec cette militante engagée du parti Mouel Bénin, nous allons discuter autour de la thématique violence basée sur le genre, rôle des partis politiques. Chers internautes, je vous invite à acclamer notre invitée Lucrèce Senami-Digla. Mesdames et messieurs, bonsoir. Samedi 21 juin 2025, c'est votre émission Politiquement Féminin. Politiquement Féminin de ce samedi reçoit pour vous Lucrèce Senami-Digla. Elle est membre du parti Mouel Bénin. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Avec notre invité cet après-midi, nous allons parler des violences basées sur le genre, rôle des partis politiques. Alors, vous avez suivi votre présentation. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bon, je pense que l'essentiel a été dit et certainement au cours de l'émission, il y aura des éléments qui vont certainement ressortir davantage. Voilà, l'entretien, c'est avec moi. Vous connaissez déjà comment est-ce que ça fonctionne. L'entretien, c'est avec moi. Plus Tout ou à moins. l'heure, vous êtes quand même notre VIP. Je suis de la maison. Voilà, d'accord, vous êtes de la maison. Oui. Alors, actualité oblige, nous venons de clôturer les examens de fin d'année scolaire. Votre appréciation en tant que femme politique? Alors, je dirais que chaque année déjà, il y a un gros effort qui se fait. Non seulement pour sur un point de vue logistique déjà, qu'il y ait une mise en place où les enfants ne soient pas trop stressés. Mais au-delà donc de cette mise en place logistique, il y a aujourd'hui la digitalisation qui fait que les informations sont beaucoup plus accessibles et plus facilement dans des délais plus brefs. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un accompagnement moral, que ce soit aussi bien au niveau des autorités, au niveau national que départemental. Et donc, je crois que oui, les enfants se retrouvent. Ça n'a pas toujours été notre cas à nous. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants ont un accompagnement, voilà, un accompagnement complet. Et je pense que c'est vraiment des conditions qui peuvent favoriser plus de réussite. Et c'est ce qu'on espère. Alors, on a constaté que par les années antérieures, peut-être que je n'ai pas bien scruté les nouvelles, mais on n'a pas vu, ou alors moi, je n'ai pas lu un message d'encouragement du parti Mouel Bénin, parce qu'on sait que les années antérieures, quand même, vous avez... Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé cette année? Vous êtes déjà focus sur 2026 ou vous avez oublié les... Non, du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas oublié les élèves ou les candidats, mais je pense que ça a été beaucoup plus des initiatives au niveau, je vais dire, départemental et interne, parce que c'est, je vais dire, les coordonnateurs ou les vice-présidents dans des zones données qui ont été mandatés pour pouvoir faire des actions envers les candidats donc, qui sont dans ces localités-là. Et je pense qu'au niveau national, voilà, il y avait certaines
je vais dire, certains éléments qui faisaient que, bon, peut-être le focus sur le plan départemental était plus important que de mettre le focus sur le plan national. Oui, mais la voix du président, hein, elle est toujours prépondérante quand même. Un message du président, c'est toujours très fort. Il n'y a pas que le président qui fait le parti. Et ce n'est pas... Quand vous prenez les ministres dans un gouvernement, ils parlent déjà au nom du président de la République. Je pense que quelque part... c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, mais il faut considérer que c'est toujours l'autorité qui est en train de prendre la parole par des voix, je vais dire, accréditées. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que vous décrivez les violences basées sur le genre? Alors, violences basées sur le genre, je pense que généralement, on fait tout de suite le focus sur les femmes. Or, quand on parle de violences basées sur le genre, c'est vraiment lié au genre. C'est-à-dire les femmes, les hommes, pardon, et les minorités aussi, parce que quand on prend les minorités, parmi les minorités, nous avons voilà, les personnes qui ont une certaine orientation sexuelle un peu différente et les personnes également qui ont des handicaps, voilà, qui ont un certain type de handicap et qui, dans la société, devraient pouvoir quand même se sentir intégrés. Et donc, dès qu'il y a une forme de rejet de l'autre, déjà, il y a violence. La violence n'est pas que physique, la violence, elle peut être économique, la violence, elle peut être sexuelle, la violence, elle peut être psychologique. Et généralement, on remarque que la plus grande forme de violence qui existe et qui n'est pas toujours visible, c'est la violence psychologique. Voilà. Oui, mais pourquoi généralement ici, chez nous, c'est toujours, on met toujours plus en avant la violence physique? C'est elle qui est palpable. Bon, je pense que c'est une façon de percevoir. Parce qu'en réalité, quand on regarde un peu les statistiques, déjà avec le ministère des Affaires sociales, de la microfinance, et vous savez, avec l'Institut national de la femme qui travaille de façon conjointe à pouvoir faire regresser les violences en République du Bénin, je crois qu'il ressort déjà dans les statistiques et dans les enregistrements de cas qu'il y a d'ailleurs même plus de cas de violence psychologique que de cas de violence physique. Mais pourquoi est-ce qu'on met beaucoup plus l'accent sur les violences physiques? C'est parce que c'est ce qui est visible. Et c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut réellement mettre sur la place publique pour montrer aux gens que voilà, c'est ce qui s'est passé et il faut décourager ce genre de choses. Beaucoup de personnes, et surtout dans notre environnement socio-culturel, ne comprennent pas encore vraiment qu'on puisse mettre sur la table une violence psychologique et être en train d'en débattre comme un élément vraiment prépondérant ou prioritaire. Vous voyez, dans le procès François Fillon, il y a eu ce moment où il a déclaré une disponibilité morale pour ne pas venir à un procès. Mais est-ce que vous imaginez qu'un Béninois se lève et décide qu'il a une disponibilité morale? Ça se quantifie à quoi? Vous voyez, donc on n'est pas encore vraiment moulé. Le mindset n'est pas encore vraiment à ce niveau-là. Et donc, ce qui est physique est beaucoup plus concret pour venir vraiment placer des arguments. Alors, j'ai dit que vous êtes un acteur politique. Alors, le parti politique, quelle est la perception que vous en faites? Alors, je crois qu'en termes de... moi, je dis toujours une chose. Ce sont les politiques dans une nation, dans un État qui prennent les décisions. En tout cas, les décisions sensibles qui fondent vraiment la vie des populations. Et je peux dire que quand on prend un peu notre Assemblée nationale, les députés qui représentent le peuple, ce sont des personnes qui sont issues de partis politiques. Et ce sont eux qui votent des lois qui vont en faveur donc, des populations. Et je crois que l'une des choses qu'on a pu remarquer vraiment depuis 2021 ou un peu moins, enfin un peu plus en arrière, c'est que de plus en plus, il y a un regard qui est porté sur la situation de la femme et des personnes qui sont en minorité, surtout les personnes en situation de handicap. Voilà, donc je crois que, ne serait-ce que ça, on peut dire que les partis politiques, quelque part, jouent leur rôle parce qu'il faut qu'ils soient favorables. Il faut que les personnes qui composent un parti politique soient favorables à ce qu'une loi passe, pour que la loi puisse passer. S'ils n'en voient pas le bien fondé ou l'intérêt, c'est clair que ça ne va pas passer. Donc vous avez une perception positive des partis politiques? Oui, pour moi, en tout cas de ce qui
se fait depuis quelques années jusqu'ici, je pense fondamentalement que c'est parce qu'il y a une volonté politique de voir les choses changer que justement les choses sont en train de changer. Alors certains estiment et affirment même que les violences basées sur le genre puisent de leur essence même au sein des partis politiques. En tout cas, bon, je ne sais pas si c'est, comme on dit, on a beaucoup de jugements de valeur, il y a beaucoup de préjugés, il y a des choses qui se disent et on n'arrive toujours pas à pouvoir les prouver. Je pense que je vais faire une petite anecdote pour dire que récemment, on avait un panel avec Madame Bello, qui est la chef d'arrondissement du 1er arrondissement, et il y avait Madame Wassangari aussi. Et pendant tout le panel, elles ont essayé de montrer un peu leur parcours et puis nous motiver, nous femmes, à pouvoir vraiment nous faire le militantisme, pas juste rester là. Et à la fin, j'ai demandé aux dames que je voudrais savoir, on a souvent entendu dire, même avant que moi je n'arrive en politique, et pendant que j'étais en politique, on dit les femmes qui viennent en politique, elles sont frivoles, elles sont infidèles, elles reçoivent des promotions canapé, etc., etc. Mais toutes les fois où je vais dans des panels et je rencontre des femmes politiques, j'en ai rencontré plusieurs d'ailleurs, ministres, députés, maires, etc., elles sont des femmes vertueuses. Quand j'entends le parcours, comment est-ce qu'elles ont fait, elles sont des femmes vertueuses. Mais où sont ces femmes? Oui, mais est-ce qu'on amène des trucs comme ça sur la place publique? Ah, donc vous êtes en train de... Non, moi je pose ma question, c'est vous qui êtes en train de parler. Donc, en fait, en gros, c'est pour tirer la conclusion et dire que parfois, il y a beaucoup de jugements de valeur. Et quand on dit, OK, c'est au sein des partis politiques qu'il y a le plus de violence, moi je dis que c'est un jugement de valeur. Parce que quand on prend les statistiques, ce n'est pas au sein des partis politiques qu'il y a le plus de violence, non? C'est dans les ménages, c'est dans les établissements, c'est d'abord dans les administrations. Et même si on doit parler de partis politiques, c'est vraiment des cas isolés. Ce n'est pas les cas les plus frappants. Donc, vous voulez nous dire ce samedi que les femmes qui sont au niveau des partis politiques ne subissent aucune violence? Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi alors? J'ai dit que s'il devrait en avoir, ce seraient des cas isolés. Et pour la majorité des plateformes de formation dans lesquelles j'ai été, au-delà de la formation, j'ai dit technique, qui est donnée, il y a aussi cette sensibilisation vis-à-vis des femmes pour leur dire, aujourd'hui, ne vous laissez pas intimider par quelque responsable politique que ce soit, parce qu'il y a des lois qui vous permettent aujourd'hui de dénoncer, de tenir tête, et vous serez accompagnés. Vous ne serez pas livrés à vous-même. Donc, de plus en plus, les femmes sont dans une posture où même les hommes ont peur de se comporter de façon... Lorsque je vous entends parler, on a comme l'impression que vous estimez que ces préjugés ne sont pas fondés. Bon, je n'ai pas dit que les préjugés ne sont pas fondés. Votre assertion est que c'est beaucoup plus dans les partis politiques que se concentrent les violences faites aux femmes. Et c'est là, je dis précisément que c'est un préjugé. Oui, mais parce que tout à l'heure, vous avez parlé des violences psychologiques. Oui. Dans les partis politiques, elles sont nombreuses, celles-là qui subissent ça. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas estimer que c'est dans les partis politiques que se produisent le plus de violences? En fait, c'est cette assertion-là, déjà, que je veux démentir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, mais aller d'emblée de go dire que c'est le plus dans les partis politiques, je pense que c'est un peu surfait, selon moi. Alors, les partis politiques peuvent agir comme des moteurs de changement. Surtout dans le changement social, dans le cadre des violences basées sur le genre. Mais force est de constater que hier, comme aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Alors, je pense que, comme vous l'aurez constaté, et ça c'est pas pour dédouaner les partis politiques, hein, mais c'est vraiment une réalité. Quand on remarque aujourd'hui, ça demande beaucoup d'investissement. Pas seulement en finance, mais en termes de ressources humaines, en termes de ressources, de compétences. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui que toutes les structures, que ce soit étatiques ou non gouvernementales, ou de la société civile, qui se mettent dans cette lutte-là, dans ce combat-là, ont toujours un parterre de spécialistes, des thérapeutes, des psychocliniciens, etc., etc. Parce qu'il y a que les personnes qui subissent les violences, au-delà d'être sauvés en griffe, ont besoin aussi d'un accompagnement pour pouvoir se retrouver. Et donc, il ne faut pas faire les choses à moitié. Il faut, quand on veut les faire correctement.
Et pas plus tard qu'hier, Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Tony-Follet disait, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement seul peut arriver à accomplir. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des OSC, nous avons besoin des ONG. Et au-delà de ça, nous avons également besoin des personnes qui ne sont pas forcément dans les organisations, dans des entités morales, mais qui veulent se mettre vraiment à disposition pour accompagner dans cette lutte-là. Et donc, c'est tout le monde, c'est une question nationale, on est tous concernés. Et pour finir, je dirais, les partis politiques font ce qu'ils peuvent faire, mais c'est à une échelle plus ou moins infime qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens en griffe qui arrivent à faire des choses plus visibles, même s'ils sont dans des partis politiques, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont soit députés, soit ministres, soit positionnés vraiment dans des structures où ils peuvent agir comme moteur de changement. Alors justement, l'idéal serait que, au niveau des partis politiques, qu'ils puissent, qu'ils fassent d'abord la promotion du sexe, c'est-à-dire que lutter pour l'égalité des sexes et autres au niveau des partis politiques, lutter contre les stéréotypes. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que lorsque vous, en tant que femme politique, vous, en tant que femme engagée, quand vous scrutez un peu notre arène politique, est-ce que vous avez un tant soit peu l'impression que les partis politiques sont prêts ou alors ils le font déjà? On dit généralement que chacun prêche pour sa paroisse. On va prêcher pour la paroisse de Mouel-Bénin, alors. Absolument, oui. Tout à fait. Déjà, je pense qu'au niveau de Mouel-Bénin, et ça c'est vraiment l'un des rares partis qui fait vraiment de la promotion de la femme un sujet essentiel. Parce que quand vous prenez même le bureau politique national, quand vous prenez la deuxième, aussi dans le deuxième vice-président, c'est une dame. Le premier vice-président, c'est une dame. Et c'est pour dire que la place que l'on donne à la femme, c'est une place prépondérante. Quand je prends l'exemple des législatives... Oui, mais vous parlez des deuxième vice-présidents comme si c'était quelque chose de houloulou. Ça comporte quoi? C'est un élément... Qu'est-ce que ça comporte? C'est un élément parmi tant d'autres. Ça comporte quelque chose d'essentiel, en ce sens que mettre la femme... Remplacer le président quand il n'est pas là? Non, ce n'est pas remplacer le président quand il n'est pas là. En fait, les prérogatives de la DVP et du PVP, ce n'est pas d'être remplaçant du président quand il n'est pas là. Qu'est-ce qu'elles font de concret? C'est l'un des rôles qu'elles sont appelées à jouer. Parce que le positionnement qu'elles ont leur demande. Mais au-delà de ça, elles sont justement appelées dans les instances où les femmes, parce qu'on a quand même un regroupement des femmes. Les Amazones. À pouvoir mener des actions, non seulement au niveau national, mais également au niveau départemental, et au niveau également des circonscriptions où elles se retrouvent. Parce qu'il faut dire qu'au-delà des DVP, PVP, elles sont également responsables dans des circonscriptions données, et donc sont appelées à mener la vie politique, enfin à faire bouger la vie politique dans ces différentes circonscriptions-là. Et comme je l'avais dit dans l'émission précédente, il n'y a que lorsqu'on vous passe le pouvoir ou lorsqu'on vous donne le pouvoir, celui qui vous donne le pouvoir vous confère une autorité. Et c'est à vous d'en faire usage. Oui, je suis d'accord avec vous, mais lorsque on regarde un peu les activités de Mouel-Bénin, celui qui est toujours mis en avant, c'est le président. Même si c'est les activités liées à la jeune féminine, laissez d'abord, je vais gâter, même si c'est des activités liées à la jeune féminine, la première vice-présidente et la deuxième vice-présidente, on ne les voit pratiquement pas. Un exemple? On les voit... Non, moi, je ne vais pas donner d'exemple, je sais de quoi je parle. Donc, du coup, moi, je veux savoir, vous dites, elles font ci, elles font ça, mais lorsqu'on regarde un peu dans le paysage politique, donnez-moi un exemple, elles ne sont pas très présentes. Pour moi, ça fait abstrait. Ça fait abstrait. Donnez un exemple d'un événement où vraiment on ne les a pas du tout senties, elles n'étaient pas présentes. Alors, je vais prendre l'événement le plus récent lors de la célébration du 8 mars. Là. On a un peu vu dans les autres chapelles politiques où les femmes étaient véritablement mises en avant, mais je n'ai pas souvenance. Peut-être que je peux me tromper, chers internautes, mais je n'ai pas souvenance que j'ai véritablement vu la première vice-présidente ou la deuxième vice-présidente de Mouel-Bénin au-devant, au charbon. Alors. Ok, d'accord. Alors là, c'est beaucoup plus précis. Quand vous dites qu'elle n'était pas au devant, cela suppose qu'il y avait eu une activité.
mais il n'y a pas eu une activité. En tout cas, pas au niveau national. Il y a eu des activités au niveau départemental, relayées et tout. Mais au niveau national, il n'y a pas eu une activité. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait eu une activité et qu'elle n'ait pas eu la voix. Donc, même au niveau départemental, elles ne peuvent pas être là? Si, justement, c'est ce que je suis en train de... Parce que vous insistez sur le national. Oui, je n'ai pas fini. Voilà, pas fini. Je pense qu'au niveau de Parakou, il y a eu la célébration. Donc, toutes les Amazones mouéliennes de cette zone-là se sont réunies et ont fait une célébration. Et il fallait que, justement, la DVP puisse porter un message aux femmes. Et dans cette période-là, elle n'était pas disponible pour faire le déplacement. Mais elle a enregistré son message qu'elle a fait porter aux femmes. Et au-delà des femmes de Parakou, puisque aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, avec les relais en ligne, tout le monde peut suivre même de loin une cérémonie. Et donc, le message a été porté comme si elle était présente. Et nous aussi qui étions à Cotonou, on a pu quand même recevoir le message comme si on était à Parakou. C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu une activité au niveau national qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a pas eu à porter de la voix. Alors, sans langue de bois, dites-nous un peu, Madame Desglaçais, cet après-midi, est-ce que vous croyez que les partis politiques qui sont dans notre arène condamnent suffisamment toute forme de violence à l'égard des femmes? On ne les entend pratiquement pas. Alors que dans les rangs des partis politiques, la majorité des militants, ce sont des femmes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur ce que vous aviez. Il y avait cette préoccupation que vous aviez concernant les violences psychologiques au sein des partis. Et moi, je dirais que, et ça je vais mettre peut-être les pieds dans les plats. Oui, il faut mettre, voilà. C'est le but de l'émission. Généralement, on dit oui, il y a de la violence psychologique sur les femmes. Oh, toi, tu es une femme, est-ce que tu penses que tu peux? Moi, je pense que les gens sont libres de penser qu'en tant que femme, on est limité. Et je crois que c'est de notre responsabilité, de notre devoir en tant que femme, de montrer aux gens qui croient que nous sommes limités en tant que femmes, que nous ne sommes pas limités. Et ça ne se prouve pas des actes. Ça se prouve par des faits. Ça se prouve par du concret. Il ne faut pas juste dire « telle personne m'empêche de faire telle chose ». Et parce que la personne m'empêche de faire, je reste dans mon coin pour dire « ok, on m'a fait violence et je vais jouer la victime ». Je pense qu'à un moment donné, comme le dirait l'autre, la liberté s'arrache. Quand vous voulez quelque chose, il faut trouver les moyens de pouvoir l'avoir. Comme le dirait l'autre, quand le système est contre vous, contournez le système. C'est-à-dire quoi? Si vous avez... C'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais je pense que quand on commence par tourner son mindset en mode solution, il y a toujours une solution. Quand vous vous retrouvez dans un environnement... Moi, je suis souvent, et ça c'est mon exemple, pas seulement politique, que ce soit même dans le milieu professionnel, que ce soit dans certains milieux associatifs, je me retrouve généralement seule femme. Mais je ne me sens pas je ne me sens pas diminuée, je ne me sens pas comme si j'étais un cheveu dans la soupe. Je suis pleinement là parce que je mérite d'être là. Et ça n'a rien à voir avec mon sexe ou ça n'a rien à voir avec mes formes. Alors, et voilà, et je pense qu'à un moment donné, quand on parle de violence psychologique, c'est beaucoup plus des efforts pour emmener les femmes à vraiment voilà, se lever et se dire, OK, nous, on est là pour se battre, on n'est pas là pour jouer les chochottes. Alors, dites-nous un peu, lorsqu'on parle de violence basée sur le genre au niveau de la société, pourquoi nous assistons à ce silence coupable de la société civile? Nous avons des effets marquants, des enfants qui sont maltraités, des femmes qui subissent... Oui, ou alors vous vous dites, ça ne nous concerne pas. Tant que ce n'est pas un de nos militants, nous ne nous sentons pas concernés. Et même, et même, lorsque ce sont même vos militants, on n'entend pratiquement pas. Ou alors vous jetez tout ça au niveau de la société civile. C'est la société civile qui doit gérer ces cas-là. Ok. Bon, je pense qu'il y avait eu un lapsus parce que tout à l'heure, il a dit société civile. Non, je voulais dire parti politique. J'ai fini par comprendre. Non, en fait, déjà, la question c'est, est-ce que vous avez entendu un cas au niveau de Mouel Bénin qui n'a pas été traité? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se focalise sur Mouel Bénin? Ah non, du tout pas. Bah, c'est pas un focus. Alors, nous avons tout le temps des femmes des femmes qui subissent des violences, des hommes qui subissent des violences, des enfants qui sont maltraités. Absolument. Mais je n'ai pas souvenance qu'à un instant T, à un moment T, dans l'arène politique, j'ai vu un communiqué ou un message ou alors les femmes d'un parti X ou Y monter au créneau pour dénoncer. Pourquoi ce silence coupable? Mais c'est là où vous en venez au fait. Il faut d'abord qu'il y ait dénonciation.
avant qu'il n'y ait saisi pour dire, OK, voilà, il y a une situation et que nous venons maintenant pour trouver une solution à la situation. Si personne ne s'est levé pour dire, voilà, moi, j'ai subi ceci, sur quelle base on se lève pour commencer par sanctionner ou par dire, OK, nous avons pris un communiqué à partir de maintenant dans le parti, on ne veut plus voir ceci, on ne veut plus voir cela. Il faut d'abord qu'il y ait des femmes ou justement des minorités qui subissent des violences, qui prennent d'abord conscience qu'ils sont en train de subir des violences. Ça, c'est une première étape. Et une deuxième étape, qui se décident à dénoncer. Et maintenant, après la dénonciation, que l'autorité puisse se saisir et dire, OK, nous, on vient, voilà par rapport à la situation, voilà notre mot. Et c'est la décision que nous prenons. S'il n'y a rien, sur quelle base on se lève? Même aujourd'hui, les instances nationales qui ont le pouvoir, plein pouvoir d'agir, ne peuvent rien tant que les victimes, à un moment donné, décident que je ne veux pas porter plainte. Vous vous imaginez, on a peut-être 33 000 cas. Et au final, 33 000 cas avérés, mais au final, c'est peut-être 4 300 et quelques cas qui sont portés devant les tribunaux. Donc, imaginez le nombre de personnes qui, en chemin, ont décidé que non, moi, je ne veux pas qu'on griffe mon mari, ait de problèmes, je ne veux pas avoir de problème avec ma belle famille, je ne veux pas que mon enfant... Il y a toujours des raisons que les gens trouvent pour ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, mais pourquoi est-ce que les partis politiques ne prennent pas, par exemple, ces initiatives de sensibilisation? On a comme l'impression que c'est juste vos militants qui vous intéressent pour faire des sensibilisations. Alors, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas de votre temps pour descendre peut-être dans un village, dans une localité, pour sensibiliser les populations, fût-elles femmes ou bien hommes, par rapport aux violences basées sur le genre? C'est pour ça que moi, je parle de ce silence coupable. Donc, c'est quand il y a une situation qu'on va voir des communiqués à ne pas en finir se produire, défiler devant nous sur les réseaux sociaux. OK, je crois que la question est beaucoup plus claire. Si c'est par rapport à la sensibilisation, je crois que oui, effectivement, il y a un effort collectif à faire dans ce sens. Quand je dis un effort collectif, ce n'est pas les partis politiques, mais au sein des partis politiques, c'est-à-dire que chaque parti politique pris séparément a un effort collectif à faire. Mais au-delà de ça, sur le plan personnel, sur le plan individuel, vous savez que au niveau ou au sein même des partis politiques, il y a des causes individuelles qu'on porte. Moi, bien avant de venir à Mouel Bénin, j'étais très portée sur la protection des droits des femmes. Et d'ailleurs, dans Graceful Woman, ça fait partie, c'est un élément central donc, de notre combat ou de notre lutte. Et donc, c'est pour dire que, pris séparément, les individus des partis politiques font déjà des luttes dans ce sens. Maintenant, je suis d'accord que collectivement, il faut qu'un effort soit fait pour qu'on sente que c'est le parti qui porte la cause et que ce n'est pas les individus au sein du parti qui portent la cause. Alors, avant de clôturer l'entretien avec moi, dites-nous en tant qu'acteur politique, quel est le rôle des partis politiques dans les violences basées sur le genre? Le rôle, dans quel sens? Est-ce que vous sensibilisez? Ok, d'accord. Alors, je pense que la question précédente vient un peu répondre déjà à ça. Je crois que la sensibilisation dont vous parlez, comme je le disais tantôt, un effort collectif a besoin d'être fait. Mais moi, je dis qu'au-delà de ça, les individus au sein des partis portent la cause et font déjà donc, des efforts. Moi, je fais beaucoup de sensibilisation dans ce sens, que ce soit en ligne, que ce soit sur le terrain. Et généralement même, nous avons également des temps pour décrypter les différentes lois qui sont votées pour pouvoir permettre justement aux personnes qui se sentent. Parce que si vous vous sentez en situation de violence, mais que vous ne savez pas, qu'est-ce que la loi dit que je suis en mesure de faire? Qui est-ce que je peux saisir? À quel moment est-ce que je peux? Sous quelle forme? Ça, c'est aussi un problème en fait. Et donc, c'est des choses sur lesquelles, justement, nous, on travaille pour dire à la femme, OK, s'il y a telle situation, voilà les numéros que tu peux composer, voilà les institutions vers lesquelles tu peux aller, voilà ce que les tests disent, et voilà sous quelle forme tu peux saisir. Et donc, oui, au niveau de Graceful Woman, on fait ce genre déjà d'activité. Voilà, merci pour ces minutes d'échange. Merci beaucoup. La seconde partie, le duel, ce sera avec Billy et Carles, que j'invite à me rejoindre sur ce plateau.
Voilà, ils sont confortablement installés cet après-midi. Bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Carles. Bonsoir Tati. Je vous laisse en compagnie de Lucrèce. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir. Vous avez manqué. Vous ne m'avez pas du tout manqué d'ailleurs. Soyez Ah gentils. bon? Tatiana tout à l'heure a posé une question pour finir. Moi je reviens un peu sur la question. Je veux simplement vous demander le rôle véritable des partis politiques dans la lutte contre les VBG. En 3 mots-clés, bien sûr. 3 mots-clés. Oui. Bon, je dirais déjà, parce que je suis obligée de formuler une phrase, c'est que essentiellement, les partis politiques n'ont pas vocation à faire de la lutte contre la violence faite aux femmes. Mais normalement, par responsabilité. Non, pas faite aux femmes. La lutte Bon, contre ok. la violence basée sur le genre. Basée sur le genre. Et puis Oui. j'ai même mal posé ma question. Ok, Je voulais dire quel devrait être Mhm. le rôle des partis politiques dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ok. En 3 mots-clés, juste 3 mots-clés. Ça, je j'évite ne- la phrase. Bon, je ne sais pas comment je dis 3 mots-clés sans formuler l'idée. Bon, allez-y. que j'ai. Voilà. En fait, déjà, je dis que les partis politiques n'ont, enfin, essentiellement pas, ils n'ont pas vocation à faire de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cependant, à cause de la responsabilité sociale, je vais dire, puisque ce sont des hommes et des femmes qui font partie des partis politiques. Et pour cela, je crois qu'un parti politique devrait faire de la sensibilisation. Un parti politique devrait également mettre en place une veille pour pouvoir détecter éventuellement des cas de violence en son sein. Voilà. Et bon, peut-être en troisième position, naturellement, prendre des mesures ou des sanctions, éventuellement, s'il y a des cas de violence qui sont avérés. Et tout à l'heure, vous avez dit que normalement, les partis politiques ne sont pas appelés à faire de ça, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Toujours est-il que c'est une réalité dans notre pays, comme dans d'autres pays. Et c'est quand vous êtes censé être les représentants du peuple et que vous trouvez que normalement, vous ne devez pas aborder ces sujets-là. Finalement, le peuple, il doit toujours vous suivre, forcément pour de la politique ou forcément pour défendre une cause qui est la vôtre ou sa cause à lui. Okay. Je pense qu'on n'est pas en train de dire la même chose. Je n'ai pas dit que les partis ne doivent pas devraient pas, vous avez dit. Bon, vous avez dit normalement J'ai pas. dit qu'ils n'ont pas, c'est pas un devoir, Vocation. c'est pas un devoir, ils n'ont pas une vocation pour le faire. Cependant, ils devraient parce que, voilà, c'est des hommes et des femmes qui sont dans les partis. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous dites on est les représentants du peuple, c'est vrai. Mais regardez, quand j'ai démarré, je disais que la lutte contre les violences basées sur le genre, ça demande énormément de ressources. Et quand je parle de ressources, ce n'est pas que les finances, c'est aussi de la ressource humaine. Différentes compétences, différentes spécialités. C'est de la ressource matérielle, c'est de la disponibilité en temps. Et c'est également de l'investissement émotionnel. Beaucoup d'investissement émotionnel. Et donc, je pense que, vu tous ces paramètres-là, la volonté, sinon le désir de tout parti politique, c'est de dire, OK, moi je vois qu'il y a tel problème. Et ce ne sont pas des problèmes qu'on peut nier. Si vous votez pour moi, si vous me donnez la possibilité d'être dans la posture de décider, voilà ce que moi je pense ou que je compte faire. Et quand vous prenez aujourd'hui, je disais à l'Assemblée nationale, on a plusieurs colorations de partis politiques. Mais si quelque part, ces personnes qui représentent le peuple n'ont pas une volonté de voir certaines choses changer dans la société, il y a certaines lois qu'ils ne voteraient pas. Et c'est déjà ça l'apport des partis politiques dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Quand vous prenez aujourd'hui une dame que je respecte beaucoup, Madame Véronique Toyin-Fodé, elle est UP Le Renouveau. Oui. Mais vous voyez tout l'investissement qu'elle déploie, au-delà même de ce qui a les ressources de l'État à sa disposition, l'investissement émotionnel, l'investissement de temps qu'elle met, vous voyez que la personne, elle a envie, ça vient du fond d'elle-même, elle ne le fait pas juste parce qu'il y a les milliards en griffes qui sont mis à sa disposition. Vous êtes proche de Madame Véronique Toyin-Fodé. Oui, quand je dis proche, ce n'est pas proche dans son intimité,
Mais il faut dire qu'en tant que journaliste, je suis beaucoup sur des activités qui ont rapport aux affaires sociales, tu vois. Et l'autre chose aussi, c'est que quand elle prend le micro et qu'elle fait le discours officiel, quand elle a fini, l'autre discours, c'est « Nous ne pouvons pas faire tout seul. Le gouvernement ne peut pas régler tous les problèmes. Il y a beaucoup de cas. » Et donc, l'appel vraiment, c'est que tous ceux qui se sentent vraiment volontaires pour que certaines choses s'arrêtent, qu'ils ne se disent pas « je ne suis pas membre du gouvernement », qu'ils ne se disent pas « je ne suis pas organisation sociale ». Mais même en tant que personne physique, vous pouvez contribuer à la lutte. Et donc, c'est un appel, c'est un cri, elle n'est pas obligée de dire ça. C'est pas sa famille qui dort dehors. Mais elle doit le dire quand même, puisqu'elle défend, elle travaille pour le gouvernement. Non, elle a fait son discours officiel. On lui a donné un budget. Elle a travaillé avec le budget. Elle n'est pas obligée non plus. Donc, ce qu'elle dit après ne concerne pas le gouvernement. Ce qu'elle dit après, c'est aussi une façon de défendre le gouvernement. Non, c'est une interprétation que vous faites. Ah. En fait, quand je dis ce qu'elle dit après, elle n'est pas obligée de le dire. Il n'y a pas quelque part où on a dit, quand tu as fait ton discours, je sais, il faut que... Non. Elle le dit parce que, étant sur le terrain, elle voit les réalités. Il y a aussi le projet pour les enfants de rue. Oui. Mais quand vous regardez dans la nuit, où elle est avec les agents sur le terrain pour aller voir ces enfants-là, quelque part, en tant que maman, elle doit ressentir quelque chose. Je ne suis pas à sa place. Mais je me dis, en tant que maman, elle doit quand même ressentir quelque chose pour ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans les rues. Cela me pousse aussi, permettez-moi, Carl, de vous demander, est-ce que parti politique peut faire de la lutte, peut prendre spécifiquement la lutte contre les VBG comme projet de société? C'est vrai, vous avez dit... je crois que tu viens de leur donner une idée, là. Non, c'est juste une question. À voir comment de façon réaliste. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Je pense que c'est faisable. Cela ne leur réussira pas. Je ne dirais pas ça. C'est faisable, mais ce n'est pas réaliste. D'accord. Parce que au-delà des problèmes de violence, il y a également d'autres problèmes. Et donc, ça fait trop rêveur. Non, je n'ai pas dit que ça fait rêveur. C'est-à-dire que le fait de fonder uniquement son projet de société sur la lutte contre les violences basées sur le genre, je pense que c'est pas réaliste. Pour ne pas dire utopiste. Parce qu'il y a d'autres problématiques également qu'il faut régler. Qu'on ne peut pas simplement se baser sur ça. Il y a d'autres... S'il y a d'autres ministères, s'il y a d'autres, je vais dire, d'autres départements, d'autres secteurs qui s'occupent d'autres problèmes, c'est parce que ces problèmes aussi sont tout autant importants. On ne peut pas faire le focus uniquement sur les violences. C'est comme si on dit dans une maison, on ne s'occupe que de nettoyer la maison, quoi. Alors qu'il faut que les gens mangent, il faut que les gens aillent à l'école, il faut que les gens, etc. Donc, on ne peut pas s'occuper que de ça, en fait. Madame Degla, oui, je sais que gérer le pays, c'est beaucoup de choses. Hein. Il faut tenir compte de tout ce qu'il y a dans le pays. Et dans certains pays, il y a des partis qui ne défendent que les travailleurs, qui ne défendent que les industriels. Donc, c'est un choix qui est libre que vous pouvez faire. Vous avez dit tout à l'heure en répondant à ma collègue que les partis politiques devraient faire ci, devraient faire ça. Cela suppose qu'il y a déjà des projections au niveau de ces partis politiques. Et quand on parle de projection, c'est qu'il y a des projets. Et dans votre projet de société, Moël Benin, qu'est-ce que vous avez prévu en ce qui concerne les violences basées sur le genre? Si vous n'avez pas que ça à faire, mais qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, je crois que par rapport à spécifiquement ce point-là, il n'y a pas un accent particulier qui a été mis sur cet aspect-là précisément. Donc, ce n'est pas important? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas important. Puisque d'entrée de jeu, vous avez dit qu'il y a des partis qui décident, par exemple, de ne s'intéresser qu'à ceci ou à cela. On s'intéresse à tout, on fait focus sur quelque chose. Non, donc, on ne peut pas oublier un point. Vous ne pouvez pas vous dire et vous dédire parce que vous avez dit aucunement. Vous avez tantôt dit qu'il y a des partis politiques qui font le focus uniquement sur les travailleurs et leurs problèmes, ou qui font le focus... C'est leur cheval de bataille, mais n'oubliez pas que l'économie doit tourner, que les institutions... Mais on dit... Donc, vous ne pouvez pas vous dire et vous dédire en même temps. Je comprends, vous n'avez rien prévu pour la violence basée sur le genre. Il n'y a pas eu quelque chose de façon spécifique qui a été prévu, mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas été prévu dans un document que ce n'est pas quelque chose qui peut être corrigé ou qui peut être pris en compte. Donc, on peut le faire par le hasard. Non, on ne gouverne pas à coup, sur l'émotion. Ce n'est pas par le hasard, je suis désolée, mais même dans
dans toute entité. Donc, certainement, après cette émission-là, vous irez mettre ça dans votre programme. Non. Non, carrément. Vous ne voulez pas le mettre. Non, on n'attendait pas le creuset de cette émission pour prendre, puisque pas plus tard qu'hier, on a eu des discussions au sein de la plateforme des Amazones. D'accord? Et donc, il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de mettre par écrit dans un document avant de les acter. Quand vous prenez un gouvernement, dans toute entité d'ailleurs, que ce soit une entité nationale ou... Quand c'est sérieux, on prévoit, on écrit, on exécute. Non. Je n'ai pas compris. On a compris que les VBG, c'est pas le chemin de bataille de Moelle-Bénin. Ça, c'est votre interprétation. Nous avons compris. Ça, c'est votre interprétation. Mais d'ailleurs, Tatiana, je pense que tu n'es pas concernée par cette rubrique. Donc, tu nous laisses parler. C'est un dialogue entre moi et Carles et Billy, donc tu nous laisses parler. Je dépose les armes. Non, en gros, je pense que c'est une façon de nous mettre la pression, mais dans le mauvais sens. Parce que je dis, même quand vous avez fait un projet, vous avez projeté des choses, il y a ce que vous avez projeté, il y a sur le terrain les réajustements que vous faites, qui ne sont pas toujours... de ce qui est prévu. Oui, donc ce qui n'est pas prévu, on ne peut pas réajuster. Même au niveau étatique. Ben, ce qui n'est pas prévu ne saurait être réajusté. Même dans ce Bénin où nous sommes, il y a des choses qui sont prévues. Bon, mais comme on a prévu sur 5 le terrain, milliards et 4 milliards 5, et sur le terrain, on peut dire, bon, on arrondit à 5 milliards. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les réalités sur le terrain peuvent emmener à reconsidérer quelque chose qui avait déjà été tracé dans une certaine forme. À cause des réalités, justement. Qui ont été tracées. Oui. D'accord. Oui. Vous pouvez demander dans n'importe quel ministère, et même au niveau de la présidence. Je suis d'accord. Ce n'est pas exactement la manière dont les choses ont été écrites qu'elles se déroulent. Mais c'est ce qui est écrit qui se déroule. En changeant avec des modifications. Ça peut venir avec des modifications. Il peut y avoir des éléments nouveaux même. Forcément. Je suis d'accord avec vous. C'est même humain, hein. L'homme a cette capacité de s'adapter. Et donc, si un parti politique sur le terrain, en allant par exemple régler les problèmes d'autonomisation des femmes, se rend compte que il y a des problèmes de violence, on n'a pas besoin de lui dire, de lui demander si c'est écrit dans ces tests avant. Parce que si les femmes ont des problèmes psychologiques, elles ne peuvent pas se concentrer pour apprendre un métier ou même pour se concentrer sur leur budget, sur leur commerce. Le parti ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Si ça ne fait pas partie des luttes, c'est justement ce que je suis en train de dire. Même s'il arrive sur le terrain, il voit qu'il y a ça, est-ce que lui va forcément s'intéresser à ça? C'est justement ce que je suis en train de dire. Il peut faire ce qu'il a à faire et partir. Quand vous allez régler un problème sur le terrain, vous avez connaissance du problème. Quand vous arrivez, il se peut qu'il y ait d'autres causes qui sont derrière le problème. Maintenant, si vous laissez les causes et que vous traitez le problème, vous n'aurez pas réglé le problème parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. D'accord, nous n'allons pas trop faire la polémique autour de ce sujet, mais il y a un sujet qui fait actualité et qui me fait beaucoup réfléchir. Nous avons entendu la dernière fois qu'il y a deux partis qui se sont mis ensemble, qui ont divorcé, le PRD n'existe pas et tout, mais par le passé, le Moelle-Bénin, Moelle-Bénin, il n'y avait pas eu de souci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez pu aller dans une alliance? Bon, après, chacun s'est retrouvé. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe un peu? Comment vous interprétez le mariage et le divorce entre le PRD et l'Union progressiste et ce qui avait été fait en temps entre Moelle-Bénin et un parti de la mouvance, et on disait que Moelle-Bénin était déjà entré, et puis après, ça n'a pas été exactement ça. Et vous êtes sûr que c'était vérifié ou bien c'était juste des supputations, c'était juste des rumeurs? Donc, on en a parlé sur ce plateau? On en a parlé sur ce plateau? Avec vous? On en a parlé sur ce plateau? On en a parlé sur ce plateau. Je ne pense pas que ce soit avec moi. Et j'ai eu à dire que Moelle-Bénin était en train d'intégrer le BR, c'est ça? Non. Je ne pense pas. Non. Ah, ok. Parce que j'ai besoin de précision, ça m'a l'air flou. Soit vous appelez un chat, je comprends clairement. Soit vous n'appelez pas du tout un chat, parce que je n'ai pas bien compris en fait. Est-ce que c'est... Je n'ai pas compris. Bon, on a compris que PRD, UPR, PRD, UP, c'est un problème qui est là sur le terrain. Mais nous avons compris qu'avant ce problème, il y a d'autres partis qui... Toujours de la mouvance. Toujours dans la mouvance, qui étaient pratiquement ensemble, ou bien qui étaient ensemble. Mais par la suite, on n'a plus rien entendu. Les gens ont dit qu'ils n'ont pas été à l'aise. Bon, Moelle-Bénin a dit qu'ils ne se sont pas sentis à l'aise par
leur traitement au BR, ça n'allait plus et puis. À quel moment? Et puis, Il n'y a pas que le BR, il n'y a pas que Moël Bénin, il y a même... Vous parlez des rencontres entre les partis de la mouvance, c'est ça? Bien sûr, oui, mais ça on pensait les voir ensemble parce que ça a été annoncé. Je vais partir de... même madame... Je suis désolée. Le parti de madame Prudencio, on l'a vu pratiquement, et puis c'est revenu. Je pense que c'est revenu. Non. Si vous voulez parler de RN qui a eu des problèmes avec le BR, ça c'est clair, c'était une actualité et c'était pas des rumeurs, c'était vérifié. Mais Moël Bénin, à aucun moment, ne s'est fusionné avec le BR, du tout pas. Okay. Et quand vous parlez des rencontres... De toute façon, il y a eu cette réalité. Non, il n'y a pas eu cette réalité. C'était avec l'UP, si je me trompe pas. Non, il n'y a pas eu cette réalité. Il n'y a pas eu cette réalité parce que il y a eu des discussions. Oui. Quand on parle de coalition, il faut que les partis puissent se mettre ensemble. Il y a eu des discussions. C'est comme j'ai besoin qu'on puisse se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et je voudrais qu'on discute d'abord. Mais le fait qu'on se soit assis pour discuter ne veut pas dire qu'on a pris une décision. Il n'y a pas eu de fait. Bon, d'accord, je laisse les discussions. Donc c'est vous qui avez... Il y a quand même deux cas. Imaginez il y a quand même deux cas dont on peut parler. On peut parler de RN. Ah oui, mais je ne suis pas de RN, donc je ne peux pas parler au nom de RN. Juste une interprétation. Vous êtes en politique. Je suis acteur politique, oui, je ne refuse pas, mais je trouve que c'est une vieille actualité. Je préfère même qu'on parle de UP, le renouveau, et du PRD. Je pense que c'est plus actuel. On peut parler de ça. On peut parler de ça. Je veux bien qu'on en parle. Alors, déjà, pour le moment, il n'y a pas encore eu de divorce. Il y a tentative de divorce. Il n'y a pas encore de divorce. Juridiquement, il n'y a pas encore de divorce. Donc, il y a eu mariage juridiquement? Oui, juridiquement, il y a eu mariage, puisque aujourd'hui, UP n'existe plus. Le PRD n'existe plus. Celui qui existe, l'entité ou celle qui existe aujourd'hui, c'est UP le renouveau. Qui a fait un congrès constitutif qui a été agréé. Mais le PRD continue de dire qu'il existe légalement encore. Puisqu'ils n'ont pas fait de congrès pour annoncer leur dissolution. Non, je suis désolée. Ils ne peuvent pas... En fait, je pense que on peut pas être... Je préfère dire ça en fond. C'est comme si une femme, d'accord, qui s'est mariée publiquement, tout le monde a vu, je me suis levée, je me suis mariée, avec Carlet, je porte son nom de famille, il y a des documents qui actent notre mariage. Et un matin, je me lève pour dire que je n'avais pas... Mais entre-temps, elle n'a pas perdu son nom de jeune fille. Hein. Non, elle n'a pas perdu son nom de jeune fille. On n'a même pas signé son acte de décès. Non, on n'a pas signé son acte de décès. Elle a toujours son nom de jeune fille. Mais dans le cas-ci, le type de mariage qu'il y a entre l'UP et le PRD dit que l'UP cesse d'exister et le PRD cesse d'exister. Et maintenant, il y a une seule entité juridique qui naît, qui est UP le renouveau. Et donc, c'est comme si dans mon mariage avec Carlet, je dis, moi, mon nom de famille disparaît, son nom de famille disparaît, on choisit un nom de famille qui est peut-être entre... Chakpalo. Un juste milieu entre mon nom de famille et son nom de famille. On fait une composition et désormais, c'est ce nom-là qu'on porte. Et c'est juridiquement acté. Je ne peux pas revenir en arrière encore pour dire que ah non, je ne veux plus. Et donc, ils n'ont pas le droit de revendiquer de leur parti. Non, ils peuvent décider qu'ils veulent divorcer. Ils peuvent décider qu'ils veulent divorcer, mais ils ne peuvent plus dire que le PRD existe. Et la raison pour laquelle ils le disent, c'est parce que leurs papiers officiels sont sortis après le congrès qui a été fait pour le mariage entre UP et PRD. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que ce n'est pas parce que... Non, on n'a pas à être d'accord. Ok, d'accord. Mais est-ce que logiquement, même si vous avez mis en place une demande officielle et que la demande est en cours, mais entre-temps, vous avez fait une autre demande qui a été acceptée, qui allait jusqu'à son thème, qui est sortie et qui, logiquement, annule l'ancienne demande que vous avez faite. Même si la demande la sort, elle n'est plus valide, elle n'est pas valable. Elle n'est plus valable. Je vous le concède, je ne veux pas trop tirer là-dessus. L'essentiel, j'ai eu réponse à ma question et puis c'est bon. Merci Carles, merci Billy. Mais on a notre rituel qui n'a pas changé, Lucrèce. Hein. Avant de vous laisser partir, Carles nous fera le résumé de tous vos propos de ce samedi. Ok, madame Lucrèce Senami Degla, vous êtes membre du parti Moël Bénin. Et aujourd'hui, il a été question du rôle des partis politiques en ce qui concerne les violences basées, la lutte
contre les violences basées sur le genre. Et vous nous avez fait comprendre que la violence au Bénin, de façon statistique, elle est plus psychologique que physique, même si les gens s'attardent sur l'aspect physique qui est un peu moindre à accentuer. Et vous avez, au sujet de cette pratique au niveau des partis politiques, vous avez partagé votre expérience avec nous. Vous avez dit que dans les panels, dans les discussions, tout ce qui se fait, vous rencontrez beaucoup de femmes qui sont leaders, mais ce sont plutôt des femmes vertueuses parce qu'elles vous décrivent un peu leur parcours et vous ne voyez rien de femmes faciles, de promotion canapé et tout ça. Plutôt, elles sont vertueuses, elles se sont battues pour arriver à leur niveau. Et vous avez dit que les partis politiques participent activement à cette lutte parce que quand ils sont représentés au Parlement, ils votent les lois pour protéger, pour lutter contre les violences basées sur le genre, et que ça, c'est le rôle essentiel qu'ils ont à faire. Et au niveau de Moël Bénin, il y a les Amazones qui sont des organisations qui permettent aux femmes de vraiment s'exprimer, que ça participe quand même à limiter tout ce qui pourrait vous rapprocher de la violence basée sur le genre. Et vous avez dit que si un parti politique n'est pas saisi sur un problème, il ne peut pas réagir. Et que généralement au Bénin, les gens ne dénoncent pas, il n'y a pas assez de dénonciations quand on parle de violence basée sur le genre. Et qu'il faut qu'il y ait vraiment des dénonciations avant que les partis politiques ne puissent s'exprimer à ce sujet. Mais vous avez reconnu que les partis politiques ont un effort collectif à faire, surtout un effort de sensibilisation pour que les gens puissent dénoncer et qu'il faut surtout montrer aux gens les voies de recours pour que les gens n'aient pas peur, que les gens puissent dénoncer. Comme ça, vous serez pleinement dans votre rôle. Et c'est un certain thème que je résume vos propos de cet après-midi. C'est bon, Lucrèce, ça va? Oui, c'est bon. Alors, je voudrais conclure en disant que en 2020 et 2024, il y a eu ce sentiment que les cas de violence ont augmenté. On remarque que chaque année, il y a plus de cas. Et les gens se demandent, est-ce que les luttes font que les violences se multiplient? Mais en fait, ce n'est pas ça. Les luttes font que les gens se sentent maintenant... en sécurité? Ils se sentent à l'aise à dénoncer. Il y avait cette pesanteur-là qui faisait que les gens avaient peur de dire. C'est peut-être un proche, c'est peut-être un parent, c'est peut-être le mari. Et on a peur de parler. Et aujourd'hui, les gens se sentent à l'aise à venir parler. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plus de violence. Et je crois que, pour finir, je dirais, la violence, c'est quelque chose de terrible, que ce soit pour un homme, pour une femme, pour un enfant. Et quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Mais je crois que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a connu une forme de violence. Tout le monde. Tout le monde a connu. Et je pense que ne serait-ce qu'au nom de ça, on devrait tous se sentir concernés. Ça n'a rien à voir avec un parti politique, avec une organisation de la société. En tant que Lucrèce, en tant que Billy, en tant que Carlès, en tant que Tatiana, nous devons tous nous sentir concernés par ça. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. Violence basée sur le genre, rôle des partis politiques. Nous avons reçu pour vous Lucrèce Senamidegla. Elle est membre du parti Moël Bénin. Mais aussi, elle nous a dit que les violences basées sur le genre, ce n'est pas trop l'affaire des partis politiques. Vous avez tort, chers partis politiques. Vous devrez mettre l'accent dessus parce que même vos proches peuvent passer par là. Au revoir, bye bye. Retrouvons-nous le samedi prochain pour décrypter une autre thématique. Au revoir.